tout le monde. C'est ça, ça fait une longue intro. C'est ça, dans le fond, c'est ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est un peu le travail que j'ai fait quand j'étais en postdoc au Colorado. Aujourd'hui, je travaille en horticulture, puis depuis que je suis arrivé, je me rends compte que ça va être plus en gestion des pesticides, puis phytopathologie, entomologie, tout ça. Donc, ça, c'est comme un peu d'expérience que j'ai pris là-dedans, mais ça, aujourd'hui, j'ai comme un peu changé de chapeau. C'est ça, donc je vais y aller d'avant avec... dans le fond, je veux faire une synthèse ici de ce que j'ai appris là, au fil des années à faire de la recherche en agriculture de précision pour la gestion de l'azote spécifiquement dans les grandes cultures. Donc, si on commence à la base, au départ, les agriculteurs étaient vraiment dans leur champ et ils se servaient de leur sens pour cultiver. Okay? On peut penser à plusieurs choses qu'on peut voir, qu'on peut sentir dans le fond avec notre corps. La couleur du sol. C'est même quelqu'un qui n'est pas habitué à faire de l'agriculture, qui n'est pas agriculteur, il va avoir un instinct de dire, OK, si on a un sol plus foncé, il a l'air plus riche qu'un sol qui est plus pâle. Tu sais. Sensation sous les pieds, quand on marche sur un sol, s'il est raide, vraiment dur, tu n'as pas tendance à vouloir aller semer là, tandis que s'il est vraiment meuble, tu dis, ça a l'air d'être un... avec les mains, on est capable de toucher le sol, sentir le sol, est-il humide, est-il sec, savoir si c'est le temps de planter. À l'œil, la majorité de la population vont regarder une plante. Si la plante est un peu jaunie, ils vont tout de suite voir, ça va pas bien cette petite plante-là. Elle a besoin de quelque chose. Ou bien encore, un autre exemple que moi j'ai vécu quand j'ai fait mon dans les serres savouras. Je me promenais dans les serres, puis il y a des allées, comme on est, là, il y avait une odeur spécifique. Là, ça sentait un peu l'ammoniaque. Oh, tu regardais, tu tournais, puis là, il y avait beaucoup d'aleurodes, puis il y avait des maladies dans ce coin-là, puis des insectes. Donc, quand on est dans les pieds dans le champ, nos sens nous aident à cultiver, à voir dans le fond, savoir ce qu'il faut faire, les interventions à faire pour s'occuper de notre culture comme il faut. Mais avec la modernisation de l'agriculture, tout ce qui est industrialisation, la motomécanisation a fait en sorte que l'agriculteur s'est éloigné de son champ. Okay? Si on regarde ce fermier-là, il est dans son champ, les deux pieds au sol. Là, les tracteurs plus anciens, tu vois, là, il est capable de voir ses côtés un petit peu, il est capable de le voir son sol, mais il commence à s'éloigner un petit peu. Ce tracteur-là, il va un petit peu plus vite, fait qu'il regarde direct en avant pour être sûr que ça va en ligne droite, parce que sinon, ça peut planter son affaire. Si on regarde aujourd'hui les tracteurs qu'on utilise, ils ne regardent même pas dehors, ils regardent sur l'écran dans le chose. Fait que là, on est loin de pouvoir voir le sol et de pouvoir utiliser nos sens pour faire l'agriculture. Puis le pire, c'est que ce qui s'en vient, c'est quelque chose comme ça, tu sais, parce qu'on ne sera même plus là. Okay? Donc là, on est loin de s'occuper d'utiliser nos sens pour faire l'agriculture. Mais ça, c'est ça. Ça fait en sorte que quand on gère la culture, on est un petit peu dans le noir. On ne sait pas vraiment quoi faire partout. Fait que là, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on prend des données et on gère par la moyenne. Faute de mieux. On n'est pas capable de savoir à chaque endroit quoi faire parce qu'on est un petit peu trop loin, puis ça va trop vite, puis on n'a pas le choix de gérer par la moyenne. L'exemple là, de mon doc, là, justement, j'avais travaillé sur les mauvaises herbes. On voyait que les mauvaises herbes étaient en îlots. Et si on était capable d'aller mettre des herbicides seulement sur les îlots de mauvaises herbes, ça serait correct, on pourrait contrôler les mauvaises herbes. Mais sachant pas sont où les îlots, qu'est-ce qu'on fait? On applique à grandeur. Mais qu'en est-il de la moyenne? Ça, c'est une carte de rendement que j'ai pris, là, un producteur qui collaborait avec nous. Donc, j'ai juste emprunté des données pour faire une présentation pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Donc là, ça, c'est une carte de rendement. Si on regarde là, la distribution à peu près normale, on regarde ici, je regarde la moyenne. La moyenne du rendement, 182 boisseaux à l'heure. Okay? À peu près normal, ça a bien été. Si je mets ça dans mon système d'information géographique, à l'ordinateur, là, je dis, OK, trouve-moi les points là-dedans qui égalent la moyenne. C'est seulement 2% des points où le rendement est vraiment égal à la moyenne. Okay, c'est vraiment rien. Là, vous allez dire, wow, tu pousses un peu, là, égal exactement. OK, on va lui donner une petite marge.
plus ou moins 2 boisseaux à l'acre, on est quand même juste à 8% du champ. Puis là, si on se donne un petit peu plus de jeu, là, mettons 10, plus ou moins 10, ben là, on tombe un petit peu plus, mais c'est quand même juste 36% du champ qui va être la moyenne, plus ou moins 10 boisseaux. Là, on parle quand même d'une quantité, d'une différence de rendement que les agriculteurs vont nous écouter. Là, si on leur dit, tu peux faire plus, tu peux ajouter 10 boisseaux à l'acre, ben, tu vas perdre 10 boisseaux à l'acre, là, ça attire quand même leur attention. Donc, si on avait géré ce champ-là par la moyenne, comme c'est probablement ce qui s'est passé, bon, ben, 40% qui a été sous-fertilisé, on aurait pu pousser le rendement un peu plus, puis 24% qui a été surfertilisé parce qu'on en a mis plus, puis ça n'a rien donné de plus, dans le fond. Ce qu'il faut comprendre de ça, c'est qu'en général, on rate la cible. C'est quand même assez triste de voir ça, parce que dans le fond, on veut être, on voudrait qu'en général, on tombe dans le mille le plus souvent possible. Mais les intrants qui ratent la cible, c'est eux qui sont vraiment les plus dommageables. Okay? Parce que si on regarde ça, si je mets de l'azote, je donne ça à la plante, elle absorbe l'azote, bien qu'est-ce qui se passe? Elle va l'assimiler, elle va pousser, elle va être plus verte, ça va bien aller, ça va me donner du rendement. Si je prends par exemple un herbicide, je mets ça sur les mauvaises herbes vont métaboliser l'herbicide, ils vont le dégrader, il n'y a aucun enjeu pour l'environnement, tout va rester là. Et le vrai problème, c'est quand on met les intrants où il n'y a rien, où ils ne sont pas nécessaires. Là, ces intrants-là, eux autres, c'est des molécules qui sont actives, ils vont chercher une destination. Puis ils vont s'en aller dans les eaux en profondeur, dans les eaux de surface, dans l'atmosphère. Si on regarde aujourd'hui, au niveau global, on est à 47% d'efficacité, de productivité de l'azote. Donc, ça veut dire que 53% de l'azote qu'on met ne se rend pas à destination, finalement. OK? On ne va pas très bien ici, mais bon. Ça, c'est la courbe d'efficacité de la Nitrogen Use Efficiency là, sur l'axe des Y par les années sur l'axe des X pour la Terre entière. Okay? Donc, ça, c'est en moyenne depuis les années 60. Okay? Donc, on voit que ça a diminué un peu. Non, on a perdu l'efficacité, mais on s'est stabilisé. Dans le fond, on a perdu l'efficacité quand on a commencé à l'utiliser de plus en plus. Okay? Si je ne mets rien dans mon champ, puis j'ai un rendement, ben, en théorie, mon efficacité est infinie parce que j'ai divisé par 0. Là, mais dès qu'on commence à en mettre de plus en plus, ben là, c'est là qu'on commence à perdre l'efficacité. Si on regarde les États-Unis, on a suivi la courbe, puis avec les technologies, on s'est mis à s'améliorer un peu, puis d'essayer d'avoir des techniques plus efficaces, dans le fond, d'utilisation, par exemple, l'application en bande, le fractionnement des doses. Mais si on regarde des pays comme la Chine et l'Inde, on est constamment en chute, puis on perd de l'efficacité. On peut voir là-bas là, des doses astronomiques d'engrais azotés dans les cultures. On peut dire, hey, c'est démoniaque cette affaire-là, ça n'a aucun bon sens, pourquoi ils font ça? Ils vont tous nous faire crever, mais non. Ils ont vraiment une raison pour ça. Si tu veux nourrir 2 milliards de personnes, ou bien 1 milliard chaque, disons, il ne faut pas que tu niaises avec ça, là, parce que l'azote, en fait, ça a vraiment un impact très, très important sur le rendement. Ici, ce qu'on voit, c'est le rendement par le taux d'azote, okay? De 0 à 280 kg à l'hectare. Ça, c'est des données que j'ai prises en ligne là, sur le Illinois Fertilizer Conference Proceeding. Là, ça vient de leur site d'extension. Site 1, site 2, on voit une réponse là, où au début de la courbe, là, il y a vraiment là, un rapport très élevé. Là. Pour chaque kilo d'azote, on gagne 32 kg de grains. Okay? C'est pour ça que quand les Chinois et les Indiens ont ça en tête, ils ne veulent pas niaiser avec ça, puis ils vont subventionner l'utilisation de l'azote pour être sûr de ne pas limiter le rendement, dans le fond. C'est ça qui se passe. Puis même au niveau business, dans cette partie-là de la courbe, chaque dollar qu'on met en azote retourne 4 dollars en grains. T'sais. Fait que juste à ce niveau-là, il n'y a pas de question. Il faut mettre de l'azote pour avoir du rendement. Mais le problème, c'est qu'il y a un plateau, là, tu sais. Fait que rendu à un certain point, ben, il n'y a plus vraiment de gain à ajouter de l'azote. Mais ça, c'est où la courbe? C'est pas nécessairement évident.
Si vous regardez le site 1, OK, le site 2, je veux dire, en 98, il y a une courbe à peu près normale, mais en 2000, il s'est passé quelque chose, la courbe est complètement différente. OK? Fait que si, mettons, moi j'arrive en 2000, je me souviens de combien j'en ai appliqué en 98, j'avais appliqué, mettons, 225 kg à l'hectare, je reviens à l'accord avec ça, j'applique ça, mais là, il y a quand même une bonne portion de cet azote-là que j'ai mis là, que je l'ai mis vraiment pour rien. T'sais. Fait que là, l'idée, c'est d'être capable de dire il faut mieux gérer l'azote parce que l'azote, c'est vraiment nocif pour l'environnement. Ça, c'est un article qui est sorti en 2009 dans la revue Nature, Safe Operating Space for Humanity. Il listait, dans le fond, tous les aspects là, de la vie sur Terre qui font que si on dépasse une frontière, c'est-à-dire le cercle vert au milieu, ben, on n'est pas sustainable, puis tôt ou tard, ça va péter, cette affaire-là. Comme si vous voyez là, la biodiversité, on a complètement perdu le contrôle là-dedans. Là. Ça va vraiment pas bien. Là. On est dans la 6e extinction de masse. C'est de ça que ça a l'air quand on dépasse les limites. Là. Mais la deuxième affaire, c'est pas le changement climatique, c'est l'azote qui sort. Le cycle de l'azote, là, on a complètement perdu le contrôle de ça aussi. Ça fait en sorte que eutrophisation des cours d'eau, gaz à effet de serre au niveau de l'oxyde nitreux, pollution des eaux souterraines, okay, l'eau qu'on boit dans le fond. Là. Fait que c'est ça. C'est là qu'on en est avec l'azote. Okay? On a dépassé les limites. Puis moi, j'en reviens. En tout cas, je l'aime cette image-là parce que ça montre qu'on n'a pas bien. C'est une petite planète, c'est comme un joyau dans l'espace qui est fragile quand même. Là. Puis ils cherchent, là, la NASA cherche, toutes les agences spatiales, ils cherchent les planètes où il y a de la vie, où il pourrait se passer de quoi, ils n'en trouvent pas. Là. On est sur une place c'est ici que ça se passe. T'sais. Fait qu'il faut quand même faire. Faut pas jouer avec ça. Là. Puis là, on a déjà 2 limites qu'on a complètement dépassées, puis l'azote, ça en fait partie. Bon, voici ce qu'on en est pour la consommation globale de fertilisants. Ça, c'est en bleu l'azote qu'on consomme, en rouge les phosphates, le phosphore, en vert le potassium. Puis là, dans le fond, la question se pose de user ce qu'on s'en va avec ça. C'est quoi qu'on veut là, pour le futur? Okay? C'est quoi qu'on... C'est nous autres qui va le faire le futur. Là. Il n'y a personne d'autre que nous autres qui va le faire le futur. Si on continue sur la même track, ben c'est ça, même ça on continue à en dépasser. Puis là, ben aujourd'hui, là, on a dépassé les limites. Là. Fait qu'imaginez-vous quand on va être rendu là-bas. La FAO, eux autres, leur prédiction, ça va ressembler à ça. Selon là, comment que la technologie, puis tout ça, puis qu'est-ce qu'on va faire pour... dans le fond, ils disent que là, on va se calmer les nerfs un petit peu, puis mais on va quand même continuer à augmenter. Mais, si on veut, on peut rêver à ça, on peut se donner les moyens, dans le fond, d'en arriver là, de réussir à renverser cette vapeur-là, puis limiter nos dégâts. Là. Donc là, il faut penser à des techniques pour que ça se passe, cette affaire-là, pour réussir à appliquer moins d'azote, mais quand même nourrir la planète, parce que c'est ça l'objectif. Puis c'est sûr qu'il y a énormément de monde qui y pense, puis il y a énormément de pistes de solutions. Okay? On peut penser à l'utilisation des données météo pour savoir quand l'azote est dans le sol. Ben, l'azote, c'est un composé qui est mobile. Fait que quand il pleut, ben, la pluie emporte l'azote, puis on perd, il y a moins d'azote dans le sol. Okay? Fait qu'il y a des systèmes qui prennent en compte l'azote du sol puis la météo pour gérer l'azote de façon plus efficace. On peut penser aussi au fractionnement de l'azote dans le temps. OK, j'ai pas trouvé d'études qui montrent qu'est-ce que ça ferait si on appliquait, tu sais, quand on parle de fractionnement, on parle souvent de 2, voire même peut-être 3 doses dans la saison, une au semis, une autre, puis après ça, une autre plus tard. Mais moi, j'ai travaillé avec un producteur d'oignons qui avait 400 acres en goutte à goutte, OK? Puis il faisait ses oignons là-dessus, mais dans ses rotations, il y avait du maïs. Puis quand il mettait son maïs là-dessus, là, toutes les semaines, il mettait une microdose d'azote, puis il y avait des rendements de 300 boisseaux à l'acre avec quasiment pas d'azote, quasiment la moitié de l'azote que ce que le monde mettait. T'sais. Ça veut dire qu'il y en a des techniques, puis il y a des approches différentes. Puis une des approches là, qui est la plus prometteuse, que j'ai cru comprendre à travers
La lecture, c'est le fractionnement dans le temps. Okay? Parce que c'est comme nous autres, ils nous donnent une assiette au début du mois, fin du mois, on va avoir l'air fou un petit peu. Fait que là, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Moi l'approche que moi, j'étudie depuis une dizaine d'années, disons, c'est la gestion spatiale. Okay? Donc, si vous regardez, ça, c'est un champ que j'ai pris, là, je suis allé sur Google Earth. Ça a pris 2 minutes de trouver ce champ-là. C'est de toute beauté, dans le bout de Drummondville. Mais sur ce champ-là, dans le fond, vous voyez là, qu'il se passe de quoi, là. Le champ qui est ici, OK, ce champ-là, il y a certainement, il y a très, très forte chance qu'il ait été traité de façon uniforme. Mais vous voyez qu'il y a des changements à petite échelle, mais il y a aussi comme, il y a l'air d'avoir comme un peu une zone plus foncée que le reste. Puis, tu sais, c'est ça. Donc, vous voyez là, qu'il y en a de la variabilité spatiale. Moi, c'est cet aspect-là que j'ai étudié, puis dont je vais vous parler aujourd'hui. Quand on parle de variabilité spatiale, il y a deux niveaux. Ben, il y a deux approches, dans le fond. Et la première approche, c'est de regarder le sol. Si on regarde le sol, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est d'essayer de voir, combien qu'il y a d'azote dans le sol, qu'est-ce qui est là pour ma plante, pour pousser, mais aussi, qu'est-ce qui limite? T'sais, si le pH n'est pas adéquat pour la culture, quand même que je mettais 300 kg d'azote à l'hectare, ça ne change rien. Fait que dans le fond, quand on étudie le sol, on est capable de savoir un peu le niveau de productivité qu'on peut espérer. Ça, c'est traité, c'est étudié souvent sous forme de gestion zone de gestion. Fait que ça nous permet de faire, mettons, une carte des zones dans un sol ou dans un champ où on s'attend à avoir plus haut rendement que dans d'autres zones. L'autre approche, c'est qu'au lieu de regarder le sol, je regarde la plante. Okay? En général, on peut penser, c'est logique de croire que la plante, elle, ce qu'elle nous dit, dans le fond, de l'air qu'elle a, c'est relié à c'est le résultat final de tout, du climat actuel, du sol, des maladies, des insectes, de tout ça. Donc, c'est logique aussi de penser que ça vaut la peine de regarder la plante elle-même. Ça se fait par la télédétection. Puis là, dans ce cas-là, on parle de micro-variabilité. Parce qu'on est capable d'avoir énormément de données, puis quasiment des données à tous les mètres carrés. Okay, fait que c'est ces deux approches-là que je veux vous présenter. Donc, la technique par zone de gestion. Là, il me reste 8 minutes maintenant? Ouais. C'est correct. C'est ça. Donc, là, je vais vous présenter la technique qu'on a utilisée pour déligner des zones de gestion. Ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise trois couches de données. La première, c'est orthophoto du sol nu. Donc, ça, c'est une photo qu'on prend quand il n'y a pas de culture. Puis en regardant ça, on est capable d'avoir une bonne idée de ce qui se passe. Bon, ça a été démontré que la couleur du sol, surtout la bande rouge, est reliée à la matière organique, l'humidité du sol et quelques autres propriétés comme la texture ou la compaction. Ensuite, on utilise la topographie. Puis des fois, dans un champ là, qui est nivelé, on peut même parler de micro-topographie. Parce que ça n'a pas besoin d'être très élevé pour influencer là, le régime hydrique dans le champ. Okay? La topographie va nous donner de l'information sur les pentes, sur l'écoulement des eaux et sur les zones d'accumulation des eaux. Fait que là, on peut s'imaginer l'eau qui tombe du ciel de façon uniforme, elle se promène dans le sol, donc là, elle va enlever les nutriments à certains endroits, puis elle va les accumuler à d'autres endroits. Fait que là, ça crée un pattern dans le fond, dans le champ, que si on est capable d'aller gérer ça, on peut améliorer là, notre utilisation de l'azote, notre productivité. OK? Puis la troisième couche de données qu'on utilise, c'est l'expérience du producteur. OK? Donc là, on demande au producteur, montre-nous un petit peu dans le champ où il y a normalement un fort rendement, puis où tu as un rendement moins bon en général. OK? Fait que là, avec ces couches de données-là, on prend l'orthophoto et la topographie pour faire des lignes, puis on se sert des connaissances, l'expérience du producteur pour savoir qu'est-ce qui est quoi dans le fond. Les zones qu'on a délignées, si on n'est pas allé, on peut avoir une idée un peu de la productivité basée sur l'orthophoto et tout ça, mais en général, c'est avec l'information du producteur qu'on est capable vraiment de savoir plus qu'est-ce qui se passe. Une petite parenthèse ici, pour avoir travaillé là, sur plusieurs champs pour essayer de déligner des zones, j'ai
moi, mon expérience m'a démontré que souvent, quand il y a des zones qui sont claires, on les voit sur plusieurs couches de données. Okay? On les voit pas genre juste sur une couche puis de peur, on les voit là, sont assez clairs. Par exemple, ici, ça, c'est une photo Google Earth, okay, avec qu'on voit le sol nu. Fait que là, on voit qu'il y a un pattern. Si on regarde la végétation encore dans Google Earth, mais une autre date, on voit encore un petit peu le même pattern. Dans ce champ-là, nous autres, on est allé prendre des mesures de conductivité électrique, puis on peut voir là où c'est plus pâle, les données sont plus basses, où c'est plus foncé, les données sont plus élevées. Ça, c'est la topo, donc le pattern, quand même, il suit encore cette courbe-là. Puis ça, c'est le rendement. Fait qu'il se passe de quoi là, dans la zone, il y a l'air d'avoir un rendement plus faible là, dans le nord, au nord. Donc ça, c'est une parenthèse pour dire que quand toutes les couches nous disent le même genre de message, ben, c'est plus facile d'y croire et de déligner nos zones. Okay? Dans le fond, l'inverse de ça, c'est que si on cherche à déligner des zones puis qu'on trouve des petites affaires puis que c'est pas facile, mais ça veut peut-être dire que les zones, c'est pas la meilleure approche pour ce champ-là. T'sais. Donc, ça, c'est la technique qu'on a utilisée là, pour les résultats présentés. Cette technique-là, démontrée là, au cours des années, là, ça a été fait avant que moi j'arrive là-bas, là, au Colorado. Mais eux autres, ils avaient observé là, que c'était relié avec le sable, limon, la densité apparente. Donc, les propriétés du sol, ils varient en fonction, là, significativement en fonction des zones, okay, là, parce que ce qu'on voit, l'axe des X, c'est les zones. Puis l'axe des Y, là, c'est l'intensité là, de certaines propriétés du sol. Puis ils ont observé ça, la même tendance là, pour plusieurs champs. Et ça a aussi un impact sur le rendement. Okay? Donc en bas, on voit encore les zones, puis le rendement. Puis là, ce qu'on voit, ça, c'est un scénario qui est assez typique, c'est-à-dire qu'on va avoir une différence marquée entre les zones de faible productivité et les zones de productivité élevée. Mais la zone moyenne, elle est toujours un petit peu entre les deux, puis finalement, on se rend compte que la zone moyenne, c'est un peu une zone tampon, dans le fond, entre les deux. Fait que soit des fois, elle se retrouve du côté de la productivité élevée, des fois du côté de la productivité faible. Puis là, dans ce cas-là, tu vois, elle n'est pas significativement différente de ni l'une ni l'autre. OK. Maintenant, on change un petit peu de sujet. Là, on était dans le sol. Là, on passe au niveau de la plante. Ici, ça, c'est une photo où je me promenais, je m'en allais à des parcelles, puis j'ai vu un champ, puis je disais, regarde ça, toi, on le voit, ça, c'est bien. Fait que j'ai arrêté, parqué mon pick-up, puis j'ai embarqué sur le top du pick-up, j'ai embarqué en arrière, puis derrière, c'est le top de la cabine, là, pour prendre la plus belle photo. Fait que là, hein, quand même, elle est belle. Mais là, on voit vraiment la variabilité. Là. Il y a une zone plus pâle, puis une zone plus foncée. Puis, quand on veut essayer de gérer la culture par les capteurs, là, les détecteurs de NDVI, ben c'est ça qu'on essaye de voir dans le fond. Là. À l'œil nu, on le voit, mais nous autres, on n'ira pas faire des cartes ou bien se promener. Comme je vous dis, on n'est plus dans le champ. On prend les capteurs pour voir ça. Les capteurs, eux autres, comment ils fonctionnent? OK, si vous regardez dans cette zone-là ici du spectre électromagnétique, on voit que pour de la végétation saine, okay, la ligne verte, la chlorophylle, elle va absorber beaucoup de rouge puis de bleu, puis peu de vert, puis c'est ça qu'on voit. Okay? C'est pour ça qu'on voit que c'est bien vert. Okay? Fait que plus il y a de chlorophylle dans ta canopée, plus tu vas avoir vert foncé. Okay? Mais la partie qu'on ne voit pas, dans le fond, c'est que plus il y a de chlorophylle, plus elle va réfléchir le rouge lointain, le proche infrarouge, excusez. OK? Puis là, c'est ça ici que les capteurs exploitent. OK? Ils font le ratio entre le rouge, qui est très absorbé par la chlorophylle, donc plus il y a de chlorophylle, plus il est absorbé, puis le rouge, le proche infrarouge, qui plus il y a de chlorophylle, plus il réfléchit. Si on regarde la végétation plus jaunie, ben là, on voit que ce ratio-là, il est plus pantoute pareil. Fait qu'en utilisant ça, dans le fond, ils calculent ce qu'ils appellent le Normalized Difference Vegetation Index, NDVI, en utilisant le proche infrarouge puis le rouge. OK? C'est bien basique, puis ça marche super bien. C'est assez robuste parce que c'est simple, dans le fond.
Fait que là, dans le fond, ce qu'on fait après ça, c'est qu'on va mettre des capteurs comme ça en avant d'un tracteur, puis on va se promener dans le champ, puis là, le capteur, lui, il crache le NDVI à 100 000 à l'heure, puis là, il y a un ordinateur avec son algorithme, lui, qui va utiliser cette information-là, puis il va dire, OK, avec ça, il va être capable de dire, OK, voici le taux d'azote qu'il faut que tu utilises. Donc là, par exemple, je m'en irais dans le champ avec mon capteur, là, il verrait différents niveaux de NDVI, puis avec ça, bon, ben, il appliquerait son algorithme, puis il me donnerait la dose à appliquer. Puis le pulvérisateur, ben, le système d'injection d'engrais, ben, il est capable, lui, de moduler ça en temps réel. Okay? C'est le même que ça marche. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en gros, c'est le même que ça marche. Je vous Michel. C'est pas magique, c'est pas magique. Mais en grosso modo, c'est le même que ça marche. Fait que là, ce que je vais vous montrer à partir de maintenant un peu, c'est le projet de recherche qu'on a fait. OK, donc là, la problématique, encore, ça, je vais répéter là, vite un peu, c'était quoi le projet en tant que tel. Là, les carences d'azote entraînent des pertes de rendement. Okay, on l'a vu, il faut mettre de l'azote pour avoir le rendement, parce que c'est ça augmente rapidement quand on met de l'azote. Et l'azote qui se retrouve dans la biosphère, ben, il est très, très nocif. Fait que là, on a vraiment ces deux affaires-là à balancer. Okay? C'est ça la problématique. L'approche, c'est d'utiliser des techniques d'agriculture de précision pour augmenter l'efficacité de l'azote. Ce qu'on a observé, c'est que plus on est précis dans la gestion de l'azote, plus on augmente notre efficacité. Puis aussi, ça réduit les émissions de gaz à effet de serre. Ce projet-là, il a été financé. Quand je suis parti faire mon doc, j'avais eu une bourse du FQRNT, fait que ça fait partie, c'était mon projet de postdoc en fait. Puis il y a aussi la Fluid Fertilizer Foundation, puis USDA et RCS, c'est Resource Conservation des ressources, okay? Service de conservation des ressources naturelles. OK, donc ça c'est un peu le projet que je vais vous présenter ici. Donc là, comment on a fait notre affaire, c'est que si on regarde un champ, on voit qu'on était capable de déligner des zones de gestion. Okay, donc là, vous les voyez en bas. Puis si on regarde la canopée, ben, là, si on gère les zones de gestion, on gère la macro-variabilité. Puis si on regarde la couleur de la canopée à l'intérieur de chaque zone, ben, on est capable de gérer la micro-variabilité. Puis là, nous autres, ce qu'on s'est dit, c'est que si on gère les deux, peut-être qu'on va être capable d'aller encore plus loin. Okay? C'est ça que je veux vous montrer. Donc, on a comparé 4 approches. La première approche, ce que les agriculteurs utilisent, uniforme, dose uniforme, à peu près comparable à ce que les autres utilisaient au champ. Ensuite, basé sur la télédétection. Donc là, ici, ce que vous voyez, c'est que plus c'est foncé, moins on met d'azote parce que la plante est déjà en santé. Puis plus c'est pâle, plus il faut en mettre parce que ça a l'air de pas bien aller son affaire. Ensuite, les zones de gestion. Ici, ce que la théorie dit, c'est que plus tu as un potentiel de productivité qui est élevé, plus tu peux pousser ton rendement, puis plus c'est faible, puis plus il faut que ça ne donne rien d'en mettre plus que ça. Il y a quelque chose qui se passe dans cette zone-là qui limite ton rendement. Puis là, nous autres, l'approche qui était comme nouvelle qu'on voulait faire, c'est d'imbriquer les deux ensemble. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est que vous voyez un peu, là, ça descend selon les zones, puis c'est adapté selon la couleur de la canopée. Okay? Donc, ce que ça a donné, donc ici, là, vous voyez en haut là, les quatre approches, puis le rendement. On a fait ça, on a commencé au début sur 3 années, puis on n'a pas observé de perte de rendement. Okay? Ça, c'est quand même important, puis je me suis comme ouvert les yeux, parce qu'au début, moi, je me suis dit, on va augmenter l'efficacité, on va augmenter le rendement. Mais oublie ça, c'est pas de même que ça marche, parce que le rendement, là, il est max out. Okay? Les autres, ils en mettent de l'azote pour que le rendement soit maximal. Fait que si tu essaies d'augmenter le rendement, là, la job est vraiment pas évidente. Donc là, ce qui reste à faire, c'est d'augmenter l'efficacité, dans le fond, de réduire sans affecter le rendement. Fait que ça, c'est ça qu'on cherchait. Si je vous montre une technologie révolutionnaire et ça ne change rien sur le rendement, vous allez me regarder de travers. Mais en fait, ici, c'est ça qu'on cherchait. Okay? C'est ça qu'on voulait. L'efficacité de l'azote, donc là, mesuré en kilogrammes de grains par kilogramme d'azote appliqué. Là, on a eu des résultats très intéressants. En fait, ce que ça a fait, c'est qu'on a maintenu le rendement, mais on a diminué la quantité d'intrants. Fait que en faisant ça, on a augmenté notre efficacité.
Ensuite, on a voulu mesurer les émissions d'oxyde nitreux. Fait qu'on a travaillé avec des gens en environnement puis en chimie du sol pour utiliser le modèle Descent. Ça, ce que ça fait, c'est que tu lui donnes plusieurs paramètres du sol, du climat, puis de l'utilisation de la régie de culture. Tu envoies tes données là-dedans, puis là, lui, il va calculer avec des calculs très savants plusieurs paramètres, dont les émissions d'oxyde nitreux. Et puis ça, l'oxyde nitreux, là, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais c'est un gaz à effet de serre, un des 3 plus importants. C'est pour chaque molécule d'oxyde nitreux, ça vaut une molécule de gaz carbonique. Okay? Fait que, puis l'agriculture, c'est le principal émetteur, okay, d'oxyde nitreux via la fertilisation azotée. Fait que c'est ça que nous autres ici, on essayait d'aller voir. Là, on peut savoir en effet là-dessus. Puis ce qu'on s'est aperçu, c'est que si on regarde là, le traitement uniforme, ce que ça donnait, puis là, moi, quand je suis arrivé avec ces chiffres-là, j'ai fait genre, hey, monsieur, moi, je connais, ça ne me dit rien en tout. Fait que là, un moyen, dans le fond, de comparer, c'est de dire, OK, mettons que ça, l'uniforme, c'est mon 0, de combien je peux réduire si j'augmente ma précision. Puis, on a été capable d'observer avec les techniques plus précises, c'est-à-dire la télédétection, puis la télédétection à l'intérieur des zones de gestion, ben, on peut diminuer de 50% les émissions d'oxyde nitreux. Ça, c'est ce qu'on a observé sur... donc là, les données que je vous ai montrées avant, c'était de 2010 à 2012. Puis après ça, on a continué le projet chez les producteurs. Puis donc ça, ici, ce qu'on voit, c'est l'efficacité de l'azote. Okay? Encore en kilogrammes de grains par kilogramme d'azote. Puis là, ce qu'on voit, c'est que c'est pas tout le temps systématiquement parfait. Ici, tu vois, les courbes, ils ressemblent à ce que je viens de vous présenter, mais ça ne ressemble pas tout le temps à ça. Puis là, ce qu'on s'est aperçu, c'est que des fois, les zones, comme je vous disais, on arrive, le producteur nous dit, c'est là le champ que tu vas travailler. Il n'y a pas nécessairement la variabilité à gérer. T'sais. Fait que là, dans ces champs-là, ça sortait peut-être moins fort. Okay? Les résultats étaient moins forts. Ensuite, une autre affaire qui était importante, c'est que il y avait un des producteurs avec qui on travaillait, quand on changeait le taux d'azote, il m'a fait rire le premier coup, parce que j'étais genre, il ne m'attendait pas à ça. J'ai demandé, OK, là, il faut appliquer, on a commencé, je pense, à 100 livres à l'autre. Alors ça, OK, il faut appliquer 150 livres à l'autre. Il sort une espèce de clé à molette longue de même, puis il s'en va derrière du tracteur. J'ai fait, OK, on n'est pas dans la high-tech ici. C'est ça. C'est sûr que ça peut faire une différence. Fait là, lui, à un moment donné, j'ai dit, oublie ça, la clé à molette, parce que là, les rendements vont être tout croche. On est dans le bucket science, comme l'autre appelait ça. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué, on passait une fois, après ça, il passait 2 fois, puis il passait 3 fois. T'sais. Fait qu'on faisait 0, 1, 2, 3. T'sais. Fait que c'était de même qu'on gérait. T'sais. Fait que c'était pas nécessairement évident. Puis, dans ces cas-là, ben là, les résultats sont pas si bons non plus. T'sais. Fait que, c'était pour vous montrer que, comme on disait tantôt, il n'y a rien de... C'est pas applicable dans toutes les situations, mais en général, s'il y a de la variabilité, on est capable de la gérer avec des techniques là, qui existent déjà. Là. Puis comment ça serait mis en place, là, mettons, chez un agriculteur? Bon, ben ça serait, comme là, vous voyez ici, mettons, là, regardez ça, le beau GPS, c'est moi qui a rajouté ça. Puis, il y aurait des capteurs en avant de son affaire. Fait que là, le GPS, lui, ça lui permet de savoir il est où dans le champ. OK? Fait que là, lui, il dit, OK, tu es dans cette zone-là. Donc, il faut que tu utilises... OK? Donc, quand tu sais tu es dans quelle zone, tu sais quel algorithme utiliser pour tes capteurs. OK? Fait que ça ne serait pas plus compliqué que ça, dans le fond. Là. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est juste pour montrer comment ça pourrait être mis en place. Fait que là, les conclusions, finalement, de ce projet-là, c'est... qu'on peut augmenter l'efficacité de l'azote par des procédés avancés d'agriculture de précision. Puis ça a l'effet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, puis les émissions d'azote dans la biosphère, parce qu'on a réduit la quantité d'azote qu'on a utilisée, puis tout en maintenant le rendement. Voilà. Merci.